Aujourd'hui, c'est pour moi un réel plaisir d'avoir l'opportunité de prononcer quelques mots à l'occasion de cette cérémonie solennelle d'entrée du barreau 2025-2026. Je voudrais aussi vous féliciter pour cette réélection qui est synonyme de nouveau mandat. En effet, les élections au barreau sont un exercice qui s'inscrit dans une tradition démocratique et de tolérance exemplaire. Il nous faut dire que l'espace de travail de l'avocat est un espace où le contradictoire ne dérange pas les rapports, mais renforce au contraire toute la rationalité de l'art de juger. Et l'avocat, ce n'est pas seulement cette incarnation articulée de la tolérance et du contradictoire. Au grand moment, on fait appel à l'avocat. Il est celui qui a une réponse à tout quand tout le monde est dépassé. Son rôle, dans ce sens, est comparable dans la société à celui du philosophe. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, vous avez une mission d'équilibre et un rôle de régulateur d'une parmi les plus prestigieuses institutions du pays, alors que vous travaillez dans un contexte extrêmement difficile. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique en est conscient et nous sommes à vos côtés. Car, d'un côté de la barre se retrouvent les magistrats, mais de l'autre côté de la barre se retrouvent les avocats et les avocates, qui sont les deux éléments d'une équation unique qui s'appelle justice. Et j'en veux pour preuve, à travers cette formule, qu'on peut commencer sa carrière dans la magistrature et la finir dans l'avocature. De même, on peut commencer dans l'avocature et finir dans la magistrature. Mesdames, Messieurs, je voudrais profiter de cette occasion qui m'est donnée pour partager avec vous quelques grands chantiers sur lesquels travaille le ministère de la Justice, sans l'intention, bien entendu, de vous faire un bilan. Cette année, 2 parmi les 6 juridictions qui ont été créées l'année dernière seront ouvertes. Il s'agit de celle de la commune de Limbé et de celle de la commune de Ouanamet, élevées au rang de juridiction. L'optique suprême de cette approche est de rapprocher la justice de la population, car la proximité est la philosophie la plus fondamentale en matière d'accès à la justice et de garantie judiciaire. Le ministère, par mon organe, en appelle au soutien du barreau en particulier sur 2 parmi les chantiers sur lesquels il travaille. Le premier, c'est la réforme judiciaire. De manière dynamique, le ministère est en train de mettre en place une commission de coordination de la formation des acteurs judiciaires sur les nouveaux codes qui entreront en vigueur l'année prochaine. Le code pénal et le code de procédure pénale. À travers cette commission, toutes les principales institutions judiciaires du pays seront représentées. Et cette approche purement institutionnelle et inclusive permettra d'aboutir à la sélection d'un premier groupe de professionnels du droit, avocats et magistrats en particulier, qui bénéficieront d'une formation de formateurs sur les nouvelles procédures et sur les nouvelles fonctions comprises dans les codes. Ces nouveaux formateurs auront à leur tour à participer aux formations d'autres acteurs judiciaires à travers tout le pays dans leurs champs respectifs, avocature ou magistrature, avec l'appui d'experts internationaux et des membres de la commission de réforme. Et j'en profite de l'espace pour saluer le courage, le travail, le savoir-faire, l'expertise des membres de cette commission. Le second chantier sur lequel le ministère de la Justice et de la Sécurité publique en appelle au soutien du barreau est l'organisation des élections l'année prochaine afin
de doter le pays d'autorités légitimes. Les avocats jouent un rôle capital dans le contentieux électoral. Et à cet effet, le ministère de la Justice propose de soutenir le barreau dans le cadre d'une formation en contentieux électoral au bénéfice des avocats et des avocates. Parallèlement, le ministère travaille sur un projet de création de 3 nouvelles prisons d'une capacité de 5000 prisonniers chacune. Ces travaux rentrent non seulement dans le cadre de la réforme du système pénitentiaire, mais aussi et surtout dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Et parlant de sécurité, nous venons de procéder à la rentrée judiciaire pour l'exercice 2025-2026. La tenue de cette cérémonie solennelle à la Cour de cassation, une tenue historique, témoigne de la détermination des forces de l'ordre de reprendre définitivement le contrôle du centre administratif de Port-au-Prince. Cette lutte afin de rétablir la sécurité, qui est la priorité du gouvernement, est une des conditions essentielles à l'organisation des élections. De même, la sécurité est la condition fondamentale pour le fonctionnement de la justice en permettant aux avocats de participer à l'économie du pays activement, sachant que chaque cabinet d'avocats est une micro-entreprise qui emploie environ une dizaine de personnes, sans compter les contributions directes de l'avocat à la DGI. Je m'en voudrais de terminer mon propos sans, en toute humilité, attirer l'attention du Conseil de l'ordre sur la nécessité de sensibiliser les hommes et les femmes de la Bazoche sur le rôle essentiel et les valeurs constantes qui gouvernent l'exercice de cette noble profession. L'impératif de protéger de telles valeurs, notamment l'éthique, contre certains comportements. L'avocat, de même que le magistrat, est au-dessus des dérives, même dans ses revendications. Au nom des milliers d'hommes et de femmes qui enfilent quotidiennement avec fierté cette robe immaculée et au nom de la dignité de cette robe, nous avons pour obligation commune et nous sommes appelés à protéger ces deux professions. Car tout sera perdu si les avocats et les magistrats se mettent dans la mêlée. Travaillons ensemble pour une société de justice et de liberté. Je souhaite du succès au Conseil et je souhaite bonne année judiciaire à tous et à toutes. Merci. Avec une émotion toute particulière, je prends la parole cet après-midi à l'occasion de la rentrée 2025-2026 du barreau de Port-au-Prince. Cet événement coïncide avec la reprise des travaux judiciaires. Faut-il rappeler qu'au terme de l'article 75 du décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire, l'année judiciaire commence le premier lundi d'octobre pour se terminer le dernier vendredi du mois de juillet. J'unis ma voix à celle des autres juges du tribunal de première instance de Port-au-Prince pour féliciter le bâtonnier Patrick Pierre-Louis et son conseil pour cette initiative louable, une première dans l'histoire récente de la justice haïtienne. Placée sous le signe de l'unité, cette cérémonie marque un tournant décisif dans les annales de la justice. Elle doit être inscrite en lettres d'or dans le jardin de nos souvenirs. Elle permettra aussi au Conseil de l'ordre des avocats de Port-au-Prince de prouver qu'il a apprécié à sa juste valeur la contribution de tout un chacun à la réussite du gala de levée de fonds en vue de la concrétisation d'un objectif noble. La reconnaissance, dit-on, est la mémoire du cœur. Il est de bon ton que le Conseil,
tout en privilégiant l'excellence, mettent l'accent sur les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Au terme de l'article 41 du décret du 29 mars 1979, réglementant l'exercice de la profession d'avocat, les élections pour le renouvellement du bâtonnier, des conseillers, du secrétaire, du trésorier auront lieu au cours du mois de septembre, de façon que les élus entrent en fonction le premier lundi d'octobre. Cette année, une fois de plus, le barreau de Port-au-Prince a donné un bel exemple par l'organisation d'un processus électoral qui s'est déroulé dans la plus grande transparence. Déjà dans le préambule de notre charte fondamentale, un accent particulier est mis sur le pluralisme idéologique et l'alternance politique. On a comme l'impression que le bâtonnier Patrick Pierre-Louis a voulu réserver le meilleur pour le second mandat, en ce sens qu'il invite tous les professionnels du droit à mettre la main à la pâte pour l'amélioration de l'image de notre système judiciaire. Au cours de son premier mandat, le bâtonnier Pierre-Louis a rencontré pas mal d'acteurs de la chaîne pénale. Il a probablement mesuré le poids et l'immensité du travail à accomplir sans délai pour redonner espoir à la population qui réclame à longueur de journée le fonctionnement du service public de la justice. En tant que service public, elle doit fonctionner sans interruption. Par cette initiative, on doit faire comprendre aux gens que la police ne doit agir que dans le cadre de la loi, sous le contrôle de l'autorité judiciaire. C'est par cette harmonie entre les forces de l'ordre et les autorités judiciaires que nous parviendrons à faire de la justice un véritable service public qui puisse garantir l'état de droit et inspirer confiance à la population. C'est par ce tandem, conscient de ses responsabilités, empreinte de civisme et de patriotisme, formé au respect de la dignité humaine, que nous parviendrons à surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Il m'arrive souvent de dire, s'il y a un problème récurrent de détention préventive prolongée, la faute n'incombe pas aux avocats du barreau de Port-au-Prince, car ils sont toujours disponibles, même en week-end, pour la tenue des audiences correctionnelles, criminelles avec ou sans assistance du jury et d'habeas corpus. Nous émettons le grand espoir que dans un avenir pas trop lointain, un espace approprié sera mis à la disposition du tribunal de première instance de Port-au-Prince et du parquet près le dit tribunal. Avec cette synergie qui se dégage entre les barreaux de Port-au-Prince, le tribunal et le parquet, nous pouvons dire, à l'instar de l'autre, le possible, nous le faisons chaque jour. L'impossible, nous l'avons déjà fait. Le miracle, laissez-nous le temps de le faire. Avec une telle synergie, nous pourrons opérer le miracle en faisant en sorte que les délais de procédure soient respectés, que les détenus soient fixés sur leur sort et que la justice soit un véritable service public. Merci. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, consoeurs et confrères, distingués invités, je déclare ouverte la rentrée du barreau. Bienvenue à toutes et à tous à cet événement que nous inaugurons aujourd'hui. Il s'agit d'un moment de réconciliation, là où certaines oppositions ont pu se manifester
à l'occasion des élections récentes. Celles-ci ont pris fin, et avec elles, une adversité toute provisoire dont nous espérons qu'elle s'est éteinte. Il s'agit donc d'un moment de consolidation des relations au sein de la corporation, car au-delà de nos différences, il n'est pas de différents. Nous sommes profondément solidaires et comptables d'une même cause, celle de la justice. Mais on ne manquera pas de s'interroger sur une appellation, puisque les avocats ne sont pas à proprement parler officiellement dessaisis de leur fonction d'assistance. Il n'y a pas eu vacance de l'exercice de la profession qui est multiforme. Il n'en demeure pas moins que la rentrée judiciaire ayant eu lieu le premier lundi du mois d'octobre, il pouvait paraître opportun, avant la tenue de l'Assemblée des juges, d'organiser cet événement pour plusieurs raisons dont je vais tenter, d'une voix tremblante, de vous donner une esquisse, car vous l'aurez compris, l'exercice est inédit. Nous tenons en quelque sorte aujourd'hui une manière d'audience qui n'a rien de judiciaire au sens strict du terme. Nous ne sommes pas ici pour plaider la cause d'un client, ou plutôt oui, d'une cliente particulière. Il est question de parler de la justice, non pas dans le cadre du traitement d'un litige, mais sous l'angle du rôle de l'avocat. Il ne s'agira pas ici de bilan statistique quelque peu stérile et ennuyeux, mais bien de considérations ressortissant à l'essence même de la profession. Il ne sera pas non plus question de faire un bilan de santé de l'exercice de la profession en tant que tel, mais de chercher à rendre compte de ceux qui la caractérisent en propre. Quel est donc, sous ce rapport, le sens et la portée de la rentrée du barreau? Il est de coutume de considérer les avocats comme des auxiliaires de justice, car ils participent à sa distribution. Mais au-delà de cette fonction essentielle qui permet au procès d'avoir lieu et de donner un crédit juridique aux décisions de justice, ils réalisent une mission qui dépasse le quotidien dans les prétoires de justice et constitue une pièce essentielle de la création continue du droit dans la vie sociale, économique et judiciaire au niveau national. Le ministre de la Justice l'a rappelé tout à l'heure, et je ne puis que le seconder en cette matière. Mais plus encore, l'avocat est un acteur primordial dans la défense de l'état de droit, lequel a besoin d'être en permanence protégé et défendu, d'où sa responsabilité de dire, traduire, expliquer, transmettre les principes du droit, de faire ressortir son importance, de souligner sa force dans la gestion de la société. Il a ainsi la responsabilité de rappeler que la règle nous protège et nous permet de vivre en société. Il a aussi une bataille à mener en ce sens, y compris contre le tribunal médiatique, ce terrible tribunal de l'opinion qui peut conduire à déconstruire des valeurs aussi fondamentales que la présomption d'innocence. Par ailleurs, l'état de droit supposant que la puissance publique se soumette au droit, l'avocat est un acteur de la gouvernance dans la mesure où les individus, les institutions publiques et privées, y compris l'État lui-même, ont à répondre de l'observation de la loi et qu'il a pour vocation naturelle de leur faire rappel de ces exigences. Ainsi, l'avocat participe de fait à la construction de l'état de droit pour faire reculer les tendances et les dérives vers l'arbitraire. On comprendra donc mieux la signification des mots quelque peu prophétiques du bâtonnier Montferrier d'Orval, s'offrant en holocauste. Car oui, nous exerçons une profession qui peut être sacrificielle dans une société qui a tendance à se désenchanter du droit, notamment en raison de la faillite de l'autorité étatique.
Considérons les autres avocats assassinés. Le cas du secrétaire du barreau de Fort-Liberté. Oui, une profession sacrificielle si on l'exerce de manière intégrale, car elle risque de nous mettre dangereusement en face des pouvoirs publics et privés. Au niveau du Conseil de l'Ordre, précisément, lors de notre premier mandat, nous nous sommes investis dans des programmes de formation initiale et continue. L'éthique et l'excellence demeurent aujourd'hui notre boussole. Toutefois, en même temps, nous avons pu mesurer les faiblesses du décret de 1979, du fait des mutations intervenues dans le profil démographique de la corporation. On ne peut imputer à personne, à aucun bâtonnier, la situation des avocats aujourd'hui, la situation du barreau. Nous devons prendre compte résolument de ces mutations et tâcher d'y apporter remède. Il faut remanier le dispositif administratif et disciplinaire et nous devons œuvrer à la rénovation du cadre juridique pour une efficacité accrue en tenant compte de l'évolution de la profession. De fait, au cours de cette première semaine même de notre mandat, le Conseil de l'Ordre a rencontré le président et le vice-président de la Fédération des barreaux d'Haïti. Ces derniers ont exprimé une volonté de renforcer l'éthique dans la profession. Il s'agit évidemment d'une préoccupation que nous ne découvrons pas maintenant, puisque depuis 2 ans, ayant fondé notre mandat sur ce pilier, nous nous sommes évertués à renforcer la formation des avocats en ce sens. Nous avons également reçu le commissaire du gouvernement dans la perspective d'une régulation accrue du fonctionnement du parquet et du contrôle de l'exercice de la profession d'avocat. Et cette rencontre augure d'une bonne coopération à l'accomplissement de l'œuvre de justice. La rentrée du barreau est une première, mais nous ne doutons pas qu'elle prenne faveur et que par la répétition, elle ne vienne à s'installer définitivement dans les mœurs de notre corporation.